Merci de votre question ou de vos questions. Je reviendrai donc sur la convergence d'intérêts et d'actions entre les usagers du rail et les cheminots. Mais peut-être qu'avant, je me permettrai un petit préambule en mélangeant les casquettes en tant qu'ancien contrôleur de la SNCF pour dire que, comme vous toutes et tous, je suis très sensible à l'heure du jour sur la question de la sécurité ferroviaire pour avoir connu en direct l'accident de la gare de Lyon du 27 juin 88 où nous avons eu 56 morts et des centaines de blessés dans cette gare, et celle du 17 octobre 91 en gare de Melun, sans parler que dans cette salle même, vous voyez, lorsque le film The Navigators de Ken Loach a été présenté de façon officielle, avec la présence de Ken Loach d'ailleurs, à la sortie de cette salle, le président gallois me disant « Monsieur le Reste, j'espère qu'on ne connaîtra pas ça à la SNCF ». Alors je vous laisse, au regard de l'heure du jour, débattre de cette question, notamment si on rapproche aussi l'accident de juillet 2013 à Brétigny-sur-Orge, où la SNCF a quand même été condamnée pour faute de maintenance. Donc ce sont des questions très, très importantes. Quand je regarde aussi l'imprimé ou le petit fascicule du CCGPF qui indique que depuis des années, on a affaibli les prérogatives de l'EPCF, l'établissement public de sécurité ferroviaire d'Amiens, au bénéfice de l'ERA, de l'Agence européenne du rail, avec ses velléités, je dirais, de libéralisation. Ça me ramène à des débats auxquels j'ai participé au début des années 2000 à Bruxelles, lorsque j'avais le mandat syndical de la Fédération européenne des transports, syndicale des transports, où le patronat privé des chemins de fer et les gestionnaires privés des infrastructures disant il faut absolument que le rail reconquiert des parts de marché. Pour ce faire, il faut déréglementer les conditions de travail des conducteurs de fret notamment. Et, disait-il, il faut modifier les impératifs de la sécurité ferroviaire qui sont trop contraignants et qui nous empêchent de faire du business sur les rails. C'était au début des années 2000. Et quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je pense que là, on a alerté à l'époque en disant est-ce que demain ou après-demain, la sécurité ferroviaire deviendra une variable d'ajustement des politiques libérales? Je crois que nous sommes dedans. Alors, pour répondre à votre question sur les évolutions des gares et tout ça, le mouvement vient de très loin. Au début des années 80, dans les années 80, moi j'étais en responsabilité à la gare de Lyon, je disais au chef de gare, si ça continue, l'installation des commerces, ce qu'on appelait à l'époque des marchands de soupe, il n'y aura plus que dans le poste 1 et 2 où il n'y aura pas de commerce. Parce que la question, c'est qu'on donnait les meilleurs emplacements au commerce et on refoulait les services de la SNCF dans des lieux improbables. Et sans parler que dans la salle Méditerranée, l'inénarrable Guillaume Pépi a fait supprimer les 20 guichets qui étaient en 2-8, donc aussi avec des conséquences pour les usagers. Alors, en matière de lien avec la sécurité, effectivement, ça a été aussi évoqué. Quand je vois par exemple que de plus en plus dans les TER, il n'y a plus de ce qu'on appelait les agents d'accompagnement, maintenant les ASCT, les contrôleurs, alors couplé avec le fait que les gares sont fermées, qu'il n'y a plus de personnes sur les quais, donc là, ça induit un sentiment d'insécurité où le conducteur du TER est livré à lui-même face aux aléas, sans parler des usagers, lorsqu'il y a des gros problèmes, comme ça s'est produit encore dernièrement dans les trains ou sur des quais. Donc voilà, donc je pense que ce sont des choix politiques, ça a été dit avec brio avant moi, sur la finalité, parce que je pense que sur la création des filiales, par exemple, les filiales, c'est d'autant plus avec potentiellement des opérateurs autres que la SNCF, je pense, moi, quand même, que là, on va vers une dilution des responsabilités en matière d'organisation de la production, de la sécurité, avec des intérêts divergents. Et puis, in fine, je le dis, un affaiblissement de la chaîne de sécurité. Et je pense qu'on y reviendra certainement dans le débat. Je pense qu'aujourd'hui, on est à contrario de ce qui se passe dans certains pays d'Europe, qui reviennent en arrière. D'ici quelques années, la question nous sera également posée. Voilà, parce que je pense que Gilbert le rappelait tout à l'heure, bon, historiquement quand même, les chemins de fer se sont construits, structurés, développés, organisés dans un système intégré, dans une entreprise unique.
à contrario de ce qui avait été fait en Angleterre avec la privatisation de British Rail, où après, des responsables politiques ont dit « mais qu'est-ce que nous avons fait ? Nous avons mis un mur entre le rail et la roue du train. On a tout désorganisé, tout désimbriqué. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, dans certains pays, eh bien, les populations, les citoyens montent au créneau en disant « ça ne peut plus continuer comme ça, il faut revenir à une gestion intégrée privée ». Donc voilà, c'est pour ça que moi j'évoquais alors les filiales, je évoque l'ouverture à la concurrence des activités ferroviaires. Alors, ça ne surprendra personne. Moi, personnellement, j'y suis résolument opposé. La convergence nationale rail que je préside, avec plus de 125 collectifs et comités d'usagers, nous développons sur le territoire un certain nombre d'actions justement pour s'y opposer et essayer de faire prévaloir une autre conception du développement du service public ferroviaire. Parce qu'on n'est pas tous, en tant que responsables d'organisations, de fédérations d'usagers, sur la même longueur d'onde. Mais moi, je vous le dis. Et c'est pour ça que nous avons des convergences, beaucoup d'intérêts et d'actions sur les territoires avec les syndicats de cheminots pour effectivement essayer de contraindre les directions et les décideurs politiques surtout, hein, de faire d'autres choix plus en rapport avec l'intérêt général. Voilà, je ne vais pas plus loin pour laisser aussi la place à d'autres intervenants. Merci. Oui, merci. Ouais, enfin, il y a beaucoup de gares où il y a des trains qui s'arrêtent et puis que les gares sont fermées. Hein. Mais peut-être sur deux mots sur la sous-traitance, parce que vous savez, il y a les donneurs d'ordre et puis il y a le sous-traitant qui sous-traite. Et des fois au bout... pour faire baisser les coûts de production, on se retrouve avec, par exemple, des gens qui sont incompétents, voire des sans-papiers qui interviennent sur des installations de sécurité. Donc ça nous renvoie d'ailleurs à ce que je disais tout à l'heure, le film de Ken Loach, The Navigators, qui traitait les conséquences de la privatisation de British Rail. Et donc les associations d'usagers ont été aussi très intéressées et attentives au conflit des cheminots qui travaillent sur Ouigo. Parce que les cheminots, ils ont mis en débat à la fois des questions, certes, d'hygiène, mais plus fondamentalement, ils ont mis en exergue aussi le fait que TTGV sortent des ateliers avec des dérogations qui peuvent être source de problématiques au niveau de la sécurité. Et je pense que ça a été... Alors à la fois, bien naturellement, il ne s'agit pas, et je le dis aux directions, il ne s'agit pas de mettre sur la place publique sans arrêt des problèmes qui pourraient dissuader les gens de prendre le train. Ce n'est pas ça la question. Mais je pense qu'en interne, les directions ne peuvent pas balayer d'un revers de main ces questions. Ce qu'on appelle, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs, la politique du risque calculé. Parce que ça me ramène à... En 2018, j'écrivais au président de SNCF Réseau, au nom de la Convergence Nationale Rail, sur les dysfonctionnements récurrents sur la ligne Paris-Clermont-Ferrand, d'ailleurs pour lesquels la CNR a été auditionnée à l'Assemblée nationale mardi, en disant attention, il y a un problème au niveau de l'infrastructure, il y a eu matériel roulant, mais si demain il y a un accident grave, vous allez vous retrouver avec les bracelets au tribunal. Hein. Donc votre responsabilité est d'engager. Ah oui, parce que c'est ça la responsabilité. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire petit sur ces questions. Alors, vous me parlez des régions. Alors les régions aujourd'hui, alors c'est compliqué aujourd'hui, puisqu'il y a à la fois une certaine instabilité politique, il y a un budget qui a été adopté dans les conditions que vous savez, mais on a les contrats de partenariat entre l'État et les régions, 2023-2027. On avait d'ailleurs un certain nombre de projets qui étaient financés pour le rail, des travaux, des études. Aujourd'hui, c'est reporté à 18 mois. Donc là, il va y avoir une incidence concrète sur des lignes fines, certes fines du territoire, les fameuses lignes. D'ailleurs, vous savez comme moi, aujourd'hui, sur le territoire, il y a beaucoup de luttes qui mettent en mouvement à la fois les associations d'usagers, les syndicats de cheminots, les élus progressistes, les citoyennes et les citoyens, parce qu'effectivement, ces lignes qu'on dénomme aujourd'hui lignes de desserte fine du territoire, sont menacées parce que les directions locales et les décideurs politiques disent nous aujourd'hui on n'a pas suffisamment d'argent, de budget pour engager des travaux de par la loi l'homme hein, donc peut-être que demain on va arrêter les trains parce que va y avoir des risques pour la sécurité et on va transférer sur la route. Donc les régions aujourd'hui, déjà, il y a la réduction budgétaire de l'État. L'État n'a pas compensé un certain nombre de dépenses liées au Covid. Il y a les péages ferroviaires qui ont augmenté pour les régions de 8%.
Donc, les régions, aujourd'hui, disent... même d'ailleurs, je vois tout à l'heure Jean-Luc Gibelin, qui est vice-président chargé des transports en Occitanie, même la présidente Carole Delga, elle dit on va continuer, mais on va aussi différer un certain nombre d'investissements, de projets, parce qu'on a un problème financier. Donc, ça revient à la question centrale du financement de l'infrastructure ferroviaire, parce que moi, je vais vous le dire, quand il s'agit de créer une autoroute ou une route à 4 voies, à part sur le tracé peut-être, il y a des contestations, mais autrement, on ne parle jamais du coût. Il n'y a jamais un problème de coût. On trouve de l'argent. Par contre, quand c'est pour le rail, alors là, pour le rail, là c'est autre chose, ça coûte trop cher. Je pense même d'ailleurs qu'aujourd'hui, par rapport au contexte socio-économique et politique qu'on vit, il y a un effet d'aubaine pour un certain nombre de décideurs politiques en disant « Bon, puisqu'aujourd'hui c'est ça, c'est pas la priorité, on verra bien, on va mettre des bus de substitution, tout ça. » Bon, on sait d'ailleurs que lorsqu'il y a un transfert entre le train et le bus, au bout d'un moment, il y a 30% d'ailleurs des gens qui prenaient le train, ils prennent leur voiture, et puis c'est le début de la fin. Donc voilà, donc ça pose la question. Alors parce que là, il faut avoir, c'est un choix de société, dans quelle société on veut vivre, quelle société on veut laisser aux générations futures. Alors moi je pense que l'État stratège, puisque ça a été évoqué, déjà il y a la question de la concurrence déloyale entre la route et le rail singulièrement. Quand on regarde quand même que la route, c'est le mode de transport le plus subventionné. Et puis le coût pour la collectivité, je reprends des chiffres, les infraroutières coûtent plus de 16 milliards par an en investissement et en exploitation. Bon, le coût annuel de la pollution, vous le savez, il y a eu un rapport sénatorial qui a indiqué dernièrement que le coût global pour la collectivité nationale, c'était 100 milliards d'euros par an, le coût de la pollution. Et c'est principalement généré par la route, par les trafics routiers. Le coût des accidents corporels de la route, c'est 37 milliards d'euros par an. Donc voilà. Et donc, je regarde que près de 40% des dépenses d'investissement de l'État et 60% de celles des collectivités locales sont consacrées à la route. Et le rail reste quand même le parent pauvre. Alors, on a évoqué tout à l'heure le désengagement progressif au travers de l'histoire de l'État vis-à-vis du ferroviaire. Mais aujourd'hui, on atteint un système où peut-être que demain, effectivement, s'il n'y a pas des décisions et si l'État stratège ne reprend pas la main pour replacer le rail au centre des politiques publiques, eh bien, demain, on va encore avoir une attrition du réseau ferré national. Je le dis, qui aujourd'hui, quand on regarde les lignes fines de dessert de territoire, les lignes non circulées, les lignes de fret, c'est quand même 12 000 kilomètres de voies ferrées, c'est 44% du réseau ferré national, c'est quand même un enjeu incroyable. Et donc, alors après, la question est posée, comment, effectivement, on va atteindre les objectifs qui sont fixés par le législateur en matière de développement des activités voyageurs ferroviaires et transport de marchandises par rail. Ce sont quand même des grosses questions. Voilà, donc je dis, les régions aujourd'hui, elles sont effectivement dans une situation très problématique, puisque, bon, à la fois, elles ont la liberté tarifaire, elles ont la possibilité, de par la loi LOM, si elles veulent, si elles ont les moyens, de reprendre la gestion et l'exploitation d'un certain nombre de lignes, mais elles n'ont pas manifestement les moyens financiers pour faire face. Je pense que Fabien a eu raison d'évoquer la situation un peu quand même particulière, spécifique de l'Île-de-France, parce que bon, il a rappelé un certain nombre de chiffres, ça pèse dans le fonctionnement du rail. Comment dirais-je ? Par contre, il y a peut-être aussi des choses à redire sur la... Bon, je partage les velléités de Valérie Pécresse pour effectivement pousser au morcellement de l'organisation du rail en Île-de-France. Et puis, parce qu'on le sait, l'ouverture à la concurrence, c'est les préludes à la libéralisation et aux futures privatisations. Et donc là, aujourd'hui, déjà, Fabien en fait partie, le groupe communiste au CA de l'Île-de-France Mobilité a mis sur la place publique le fait que, déjà aujourd'hui, que Valérie Pécresse rachète sur fonds publics les ateliers, les dépôts, les bus et tout ça pour permettre aux futurs opérateurs qui vont emporter les appels d'offres de rentrer sur le système. Ça coûte déjà près de plus de 4 milliards d'euros. Voilà, pour RATP simplement. Vous voyez un peu que l'argent public coule à flot, à l'instar de ce qui se passe en région PACA avec Transdev notamment. Alors, moi, je pense que, vous voyez, quand on dit
Parce que l'ouverture à la concurrence, hein, on est bien d'accord. D'ailleurs, c'est Muselier qui donne le ton, le président du Conseil régional PACA, en disant « Ah, pour la première fois en France, nous avons mis la SNCF en concurrence. » Donc c'est une décision éminemment dogmatique. Et ça ne s'appuie surtout pas sur la réponse aux besoins des usagers, surtout pas. Donc pour l'Île-de-France, dans un 12 millions d'habitants quand même, dans un réseau ferroviaire très connecté, interconnecté, avec une cohabitation entre la SNCF et la RATP. Alors demain, plusieurs opérateurs vont intervenir, mais là, ça revient à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il va y avoir opposition d'intérêts, divergence d'intérêts, dilution des responsabilités. Et là, on va voir, je pense, une perte de maîtrise globale du système de sécurité. Voilà ce qui va devenir. Je pense que c'est ça qui nous guette. C'est pour ça qu'il faut effectivement... comment dirais-je, amplifier la mobilisation. J'en termine sur l'interpellation concernant, bien sûr, quand il y a des travaux sur une ligne ferroviaire, mais comme sur la voie publique, quand je vois ce qui se passe sur Paris, les citoyens, usagers, clients, oui, avec les contreparties, enfin les contraintes, les dysfonctionnements, effectivement, les gens, ils sont pas contents. Mais par contre, je le dis, malgré les efforts de communication des syndicats, des élus, dans le cadre de leur mandat, il y a globalement une méconnaissance de la population du fonctionnement de la SNCF. Et moi, je fais beaucoup de débats en territoire. Les gens, effectivement, ils sont intéressés. Hein, ça démontre effectivement le regain d'appétence pour le train. Par contre, il y a une véritable méconnaissance de comment ça fonctionne. Alors, ça va tellement vite avec les restructurations, les réorganisations. D'ailleurs, je pense qu'en interne aussi, les cheminots, ils ont aussi du mal à suivre. Mais là, il faut améliorer. Alors peut-être, j'en termine, peut-être remettre en place, là où ça n'existe pas, notamment dans les régions, les fameux comités de ligne, comités de partenaires, où il y a effectivement les élus, les associations d'usagers, les citoyens, pour à la fois s'informer, mais aussi définir la consistance du service public en région, en zone rurale, notamment. Si le scénario, oui. Le scénario de la renationalisation à terme. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, on verra à l'usure sur la production des filiales, des nouveaux opérateurs. Je pense que d'ici quelques années, effectivement, la question va être posée de revenir en arrière. Pourquoi dans les autres pays, et Thierry Nier le rappelait, on n'a pas des gauchistes à la direction de ces pays? Pourquoi aujourd'hui ils reviennent en arrière? C'est parce que les populations montent au créneau. Les populations estiment que les services n'est pas suffisant, il est dégradé, que les tarifs sont trop hauts, que le système est complètement désorganisé. Et donc il faut reprendre en gestion coordonnée, publique, parce qu'effectivement, les chemins de fer, c'est un bien public, c'est un bien commun. Et donc là, je pense que, parce que au niveau de l'Angleterre, l'Angleterre, dans un premier temps, qu'est-ce qu'elle a fait? Ils ont dissous Railtrack, qui était à l'époque le RFF anglais, qui était coté en bourse. British Rail recevait 3 fois plus, enfin, le chemin de fer privatisé recevait 3 fois plus de subventions publiques que British Rail de l'époque. Donc, par contre, l'argent était utilisé à, bien sûr, rémunérer les actionnaires, à se lancer dans des opérations commerciales dans les grandes gares en Angleterre. Et il y a eu effectivement une série d'incidents, d'accidents. Il y a eu Paddington, il y a eu Hatfield. Et donc ça a conduit effectivement progressivement les opinions publiques, les décideurs politiques de revenir en arrière. D'ailleurs, je le dis par rapport, parce que ça va se poser aussi chez nous au niveau de la tarification. En Angleterre, ce sont les tarifs les plus élevés d'Europe. Hein. Un salarié usager citoyen qui utilise les transports en commun dépense 14% de sa rémunération mensuelle pour les transports. 14%, vous voyez ce que c'est très important. Donc on va y venir. C'est pour ça que moi je pense qu'aujourd'hui, alors bien naturellement, au gré des différentes périodes électorales, il y a des candidats ou des élus politiques qui se laissent un petit peu balloter parce qu'effectivement, dans une région, ben voilà, il faut démonter les rails pour faire une voie verte, hein, pour apprécier les libellules et les papillons. Hein. Mais par contre, d'autres reviennent en arrière en disant peut-être
peut-être que ces infrastructures-là, elles pourraient peut-être servir à l'intérêt général, à développer les activités, à répondre aux besoins croissants de mobilité et de transport de marchandises par train. Donc il y a tout ça. Donc je pense que... Alors, et puis les directions, moi je le dis, hein, j'ai une longue expérience au niveau de la SNCF et d'un certain nombre de dirigeants. C'est pas un procès d'intention que je fais aux actuels dirigeants, mais j'ai connu à une époque qu'on avait des dirigeants qui défendaient mieux la boutique, ils défendaient mieux le service public SNCF. Aujourd'hui, ça part dans tous les sens. Enfin, ça a été évoqué, hein, l'atomisation, le démembrement, le morcellement, la balkanisation. Enfin, plus personne s'y retrouve. D'ailleurs, comment voulez-vous que les usagers, ils y comprennent? Déjà, à l'intérieur, en interne, on a du mal à y comprendre, hein, si j'en crois les informations qui me remontent. Donc voilà, donc je pense que... on peut effectivement enrayer la machine, parce que c'est comme ça. Il faut à la fois s'opposer à l'ouverture à la concurrence des activités. Alors bien sûr, les syndicats, ils ont aussi la responsabilité d'accompagner les salariés, parce que c'est leur rôle principal, mais il faut aussi mettre sur la place publique des propositions. Et notamment, bon, on ne va pas développer, mais il y a effectivement des sources de financement aujourd'hui qu'on pourrait mobiliser. Moi, j'ai fait l'autre fois à Ussel, dans ce rassemblement qu'on avait pour la réouverture de la ligne Ussel-Clermont-Ferrand, j'ai parlé des fonds FEDER, des fonds européens qui pourraient être mobilisés, parce qu'il y a aussi des objectifs en matière d'utilisation de ces fonds. Mais je pense que, alors c'est pas la seule proposition, mais parce que vous verrez, d'ici quelques temps, quand il y a une volonté politique, on sait trouver les financements. Hein. Et ben pour le rail, oui, le rail, parce que c'est l'avenir des générations futures, c'est l'intérêt général, c'est la réponse aux besoins sociaux des plus grands nombres. C'est pour ça qu'il faut continuer à la fois les mobilisations convergentes, usagers, cheminots.